Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Fall & Co pour discuter de la Diamond UL avec Bruno. En quelques mots, rapidement avant de commencer, Bruno, peut-être je t'essaie de te réintroduire, te présenter. Donc Bruno André, chez AFS depuis le tout début, et donc je suis en charge d'une grande partie des tests de tout le matériel au sein de Fall & Co, et particulièrement sur cette 7.3 UL qui, comme beaucoup d'entre vous le savent certainement, la partie petit temps me plaît énormément. Et la 7.3 UL est en plein dans ses conditions Lightwind. Alors peut-être avant de rentrer en détail justement sur cette Diamond 7.3 UL, est-ce que tu peux nous remettre peut-être un peu plus dans le contexte justement sur les wings chez AFS aujourd'hui, où on en est, pour après justement venir sur cette Diamond UL? Alors à ce jour, on a en entrée de gamme une toute nouvelle gamme qui est la D-Lite, qui est vraiment notre dernière née, un produit simple, efficace, léger, qui bénéficie des tout derniers développements en termes de profil, de répartition des forces. Merci beaucoup pour cette déjà remise en contexte du monde de la wing chez AFS. Pour rentrer justement un peu plus en détail maintenant sur cette Diamond UL, c'est possible d'en savoir un peu plus justement quel a été le cahier des charges, pourquoi aller d'ailleurs se positionner aussi sur ce type de taille 7.3, comment elle a été développée au final cette wing et pourquoi elle a été développée? Alors c'est un produit, comme je l'indiquais en introduction, qui est destiné au Lightwind forcément, mais également on va élargir tout de suite la cible, c'est-à-dire que ça correspond parfaitement aux besoins que peuvent avoir les gros gabarits. Les plus grands gabarits ont besoin de puissance et la conquête du petit temps, ça existe depuis toujours. C'est facile de naviguer dans 20 nœuds de vent, mais c'est vrai que chacun essaye toujours d'optimiser sa pratique. Et la conquête du petit temps, comme j'expliquais, c'est quelque chose qui me plaît aussi également personnellement beaucoup. Et donc le cahier des charges, c'était de proposer une voile légère, puissante et, c'est là qu'est tout l'intérêt de cette Diamond UL 7.3, performante. Parce que pour être performant dans le petit temps, ça demande un cahier des charges bien précis. Et c'était ça le challenge, c'était non seulement de proposer quelque chose qui soit vraiment efficace pour partir tôt et pour générer de la ressource, mais également être capable d'aller vraiment plus vite que le vent, donc avoir une capacité de puissance en vent apparent supérieure et qui permet aujourd'hui avec une 7.3 UL d'aller flirter avec les 25 nœuds de vitesse dans 10 nœuds de vent. Ok. Non, mais c'est super intéressant justement sur les trois critères dont je citais, tu en as cité un. Je sais que c'est quelque chose qui était revenu pas mal de fois justement par rapport à la wide, c'est la notion de puissance. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant peut-être de creuser et juste d'expliquer un peu plus. Qu'est-ce que tu mets derrière la notion de puissance en fait? Est-ce que puissance ça veut dire que c'est justement il y a la notion d'efficacité en Lightwind ou au contraire pas du tout? Comment tu abordes en fait cette notion de puissance? Alors la puissance ça va être on peut tout de suite associer à un ressenti. La puissance, c'est qu'on sent vraiment ce que je vais appeler la ressource dans la voile, c'est que ça va tirer, il va y avoir de la traction. Après, selon les wings du marché, on va avoir de la traction avec beaucoup de sustentation, c'est-à-dire que c'est une aile qui va vraiment tracter, porter. Et le cas des voiles, c'est un très bon exemple parce que les voiles, c'était des voiles puissantes mais qui n'étaient pas destinées au petit temps. C'était des voiles de haut régime, donc on avait de la puissance avec un profil plat qui génère de la performance à haute vitesse. Par contre, c'était une voile avec laquelle on a battu les records de vitesse. Ça a mis un pied dans le speed, on va dire ce qui est. La 7.3 UL, on s'est servi un petit peu de tout ce qu'on a appris en termes de vitesse, de performance avec des profils plus plats, mais on a ajouté des ingrédients pour générer de la puissance avec un vent faible et une capacité à démarrer au planning très rapide. Et ce qui permet d'avoir un compromis, comme je vous l'ai expliqué juste avant, d'efficacité pour décoller, mais aussi capacité d'aller vite et de générer du vent apparent. C'est vraiment ça, si on pouvait résumer la 7.3 UL, c'est ce ressenti que chacun va tout de suite avoir en ayant la wing dans les mains, c'est cette capacité à accélérer et à créer son propre vent. Okay. Non, très clair. C'était important justement de remettre cette notion de puissance dans le contexte pour bien comprendre. Et du coup, ça me permet de rebondir. Ça fait un moment que
voilà, t'as même un long moment que je vois passer pas mal de protos passer sur le die manuel. Depuis combien de temps en fait tu ou vous êtes plusieurs certainement à l'avoir testé, vous bossez dessus pour arriver justement au produit sur lequel on est aujourd'hui? Alors ça a mis du temps, on va pas se mentir, parce que le challenge était bien perché quand même. Tout ce que j'ai résumé juste avant, être capable de faire une voile légère, on sait faire. Être capable de faire une voile rapide, on sait faire. Maintenant, il fallait faire tout ça avec une voile qui en plus était capable de décoller très tôt et d'offrir un maximum de performance. On a démarré les premiers tests avant la première édition où nous sommes allés à Weymouth, il y a 2 ans déjà. J'avais peut-être le 2e proto que j'avais pu tester sur des runs de vitesse à très basse vitesse là-bas. C'était en 2022. Exactement. 2022. 2022, ouais. Et donc on a fait les protos les uns après les autres sur une seule taille, parce que la die manuelle existe en une seule taille. Et donc ça a été un vrai travail très progressif, c'est-à-dire qu'on y a été vraiment étape par étape de façon à vraiment... il fallait à chaque fois qu'on soit satisfait de tout ce qu'on vient de dire juste avant, des performances, des sensations légères dans les mains, parce qu'on peut tomber dans le piège d'avoir une voile puissante mais qui tout de suite fait camion, et on se retrouve avec un truc qui paraît très physique, et là, encore une fois, un des autres challenges de cette 7 Pro L, c'était d'avoir une voile légère, puissante, mais avec un feeling qui en met pas plein les bras, et qui n'est pas destiné qu'aux champions du monde ou qu'aux gabarits de 100 kg. C'est-à-dire que même un petit gabarit léger aujourd'hui, il va trouver un intérêt à être performant avec une voile de cette taille-là dans la pétonne. Ok, très clair. Donc du coup, ça depuis début 2022. Et après, sur les échanges, comment ça s'est passé? C'est des allers-retours, c'est des tests que toi tu as fait. Tu as peut-être fait tester aussi d'autres personnes justement pour avoir du feedback? C'est un petit peu ce qu'on a mis en place depuis toujours. C'est que donc sur cette partie-là, j'ai un petit peu commencé tout seul, histoire de dégrossir l'idée. Ensuite, on fait intervenir des riders ou Emeric du bureau d'études avec lequel on travaille vraiment souvent sur le développement. À un moment, on est passé par l'étape où on a été comparer ça par rapport à ce qui se faisait sur le marché, on va pas se mentir, de façon à être sûr d'arriver avec quelque chose qui apportait quelque chose et qui était mieux que ce qui existait déjà. Et on était très satisfait, voire même, on était même surpris du résultat au final, parce que le niveau de performance est vraiment élevé, quoi. Top, super, très clair là-dessus. Et on parlait de performance aujourd'hui. Si on rentre plus en détail sur les côtés techniques justement de cette wing-là, il y a quelques innovations quand même sur ce produit-là. Quelles sont les innovations que tu peux nous citer un peu justement par rapport à cette? Les innovations, elles vont être centrées autour du cœur de la puissance de la wing, c'est-à-dire qu'on a un volume des boudins qui est un petit peu élevé au niveau de la jonction entre le bord d'attaque et le boudin latte. Et on a également un nouveau design du boudin latte en forme de S un petit peu, moi j'appelle ça un design hippocampe un petit peu, qui permet, on le reverra peut-être tout à l'heure, mais d'avoir une main arrière un peu plus éloignée, qui permet de border un peu plus, qui permet justement un petit peu comme une voile à camber, d'éloigner le centre de poussée vers l'extérieur, donc de générer de la puissance. Et on a également la latte T-Core qui vient rigidifier tout ça, cette section plus importante qui pourrait justement être beaucoup plus exigeante en termes de résistance, de souplesse. On est venu apporter une latte en T qui vient amener cette rigidité et ce feeling vraiment de camber. Quand on prend la voile, on sent cette puissance marquée au cœur même du centre avant de la wing. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a de très bons résultats en termes de vent apparent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a décollé et qu'on borde la voile, on a cette accélération sans cesse, sans fin, et cette puissance que l'on sent là qui respire sur l'avant de la voile et qui transmet vers l'avant. Et aujourd'hui, on est capable d'atteindre vraiment des vitesses élevées dans très peu de vent, parce que la voile offre ce vent apparent supérieur. Ok. Et du coup, pour revenir sur le T-Core, c'est intéressant, c'est ce système-là qui vient sur le bord d'attaque et qui reprend la latte centrale. Aujourd'hui, ça apporte quoi? C'est que d'un point de vue, si par exemple on n'avait pas de T-Core, on aurait dû augmenter le diamètre du bord d'attaque et le diamètre de la latte centrale, souvent pour reprendre les efforts de torsion, c'est les efforts de torsion. Et ce T-Core permet justement de réduire ça et du coup, je suppose avoir un meilleur écoulement aérodynamique aussi. Exactement, ça amène de la rigidité et on peut comparer tout de suite, pour ceux qui connaissent la différence entre les poignées souples et les poignées
poignée rigide, on sent tout de suite la raideur que peut amener une poignée rigide sur une même wing. Le T-Core, c'est un petit peu la prolongation de la main avant vers la jonction, et la jonction entre le bout d'un lat et le bord d'attaque, ça a beau être épais, ça reste gonflable, ça reste quelque part un petit peu souple. Ce T-Core, il vient bloquer un petit peu cette jonction, et ce blocage amène cette sensation de puissance vraiment positionnée et marquée sur cet endroit-là. C'est intéressant. Est-ce que du coup, par rapport à ta vision globale du développement dans le monde de la wing, est-ce qu'on n'arrivera pas justement pour toujours aller chercher plus de performance, plus de puissance, comme tu le disais, au final arriver à une wing avec une structure rigide, peut-être dans 5-10 ans, je ne sais pas. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Ah oui, personnellement, je les vois à la limite sans fin. Ça a déjà existé, des wings en structure rigide. Je pense que les produits, les matériaux évoluent également. Il y aura peut-être des nouveaux tissus. Toutes les pistes sont bonnes à exploiter. Aujourd'hui, encore une fois, le travail a été long, quasiment 1 année et demie complète. On a trouvé cette solution-là qui apporte vraiment... donc c'est un petit peu un langage de windsurfer, mais cet effet camber, cet effet blocage du profil, c'est pas le profil qui est bloqué, mais c'est vraiment l'avant de la wing qui est vraiment beaucoup plus raide et qui permet de générer cette puissance à bas régime. Ça apporte un look, on va pas le négliger non plus, ça fait un petit look technique bien sympa, bien agressif, et sans l'encombrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a vraiment été dessiné et étudié pour rester en place. Ça rentre dans le sac quand on roule la voile, il n'y a pas besoin de le démonter tout le temps. Il est démontable au cas, ça peut arriver où il y a un souci ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il a été étudié et approuvé, c'est bien né et c'est bien efficace. Okay. C'est comme une petite latte au final. Exactement. Ok, très clair, super. Et t'en as parlé tout à l'heure justement sur ce fameux design de latte qui est en effet pas droit pour le coup. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été vers ce positionnement-là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte concrètement en fait à la wing? L'idée c'était à la fois d'emmener plus de puissance. Donc le design de la latte permet d'éloigner l'avant de la voile, un petit peu comme quand on navigue, on va tendre sa main avant, et puis quand on borde, on tire sur sa main arrière. Donc avec ce design de latte, ça permet d'envoyer l'avant de la voile un petit peu plus loin, donc d'aller chercher vachement de puissance, et sans avoir un effet surbordé comme avec un bout d'un latte traditionnel. Souvent on est un petit peu crispé de sa main arrière. Le fait d'avoir ce design en S permet d'avoir une main qui est naturellement plus éloignée, et donc on est beaucoup plus naturellement positionné sainement sur la navigation. Et c'est vraiment agréable, et ça amène plus de capacité à border, plus de puissance. C'est vraiment bénéfique au service de la performance. Ok, et pas de problématique si on est à percer sa latte centrale pour changer le bout d'un. Non, c'est exactement comme... Comme une... Cela ne change strictement rien. Ok, très clair. On en parlait un petit peu, t'as dit quelques mots dessus tout à l'heure sur les matériaux. Aujourd'hui, en effet, on voit que c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup. Ça va très vite, il y a quasiment même une guerre des matériaux, une petite compétition au niveau des matériaux aujourd'hui dans le monde de la wing. Aujourd'hui, la Diamond UL, elle profite de quoi et pourquoi ces choix-là ont été faits? Elle profite, donc encore une fois, le numéro 1, ultra light wind, mais ultra light, le poids aussi de la wing. On voulait quelque chose de léger. Premier feeling, quand on prend la wing, si ça paraît lourd et que c'est perdu. Donc on a mis les matériaux les plus efficaces, d'après nous, en termes d'efficacité, durabilité, le poids et la résistance. Faut que ce soit, on peut pas faire du jetable, c'est clair. Donc c'est un choix de matériaux qui est vraiment précis. Qui est vraiment soigné. On a mis du TNT au niveau pour avoir un petit peu de visibilité, parce que c'est vrai qu'une 7.3 UL, c'est beaucoup plus encombrant, même si on a fait un design un petit peu plus compact, ça reste une 7.3. C'est très compliqué de ne pas avoir de visibilité derrière une aussi grande surface. Donc en termes de sécurité, on a estimé vraiment important d'avoir, même si ce n'est pas 100% transparent comme peut être de l'X-Fly que nous avions sur les Wild ou des fenêtres PVC traditionnelles, on a quelque chose qui est beaucoup plus léger,
et qui est aussi résistant et qui permet de distinguer ce qui se passe derrière cette 3 UL. Okay. Donc en termes de sécurité, c'est très intéressant. Et au niveau des dacons, pareil, on a choisi un grammage qui est un petit peu plus raide que ce qu'on a pu connaître sur les anciennes Wilf qu'on avait dans la gamme, par exemple, ou sur les Diamond. On est déjà en train d'avancer vers des matériaux beaucoup plus performants, beaucoup plus légers, beaucoup plus rigides, je veux dire. Okay. Donc ça apporte un feeling plus racé, un feeling plus léger dans les mains et un petit peu plus bruyant aussi, et des sensations, hein, on fait un sport de sensations. Le son aussi apporte son lot de sensations sur l'eau. Voilà. Tu as cette notion un peu comme une voile de windsurf, tu as fait le comparatif tout à l'heure avec le camber, en effet, de ce côté un peu craquant, ce que tu viens de dire, bruit et sensations. Quoi. Voilà, ça fait que au son, on a l'impression d'avoir un truc performant déjà, parce que voilà, ça fait un bruit différent d'une aile confort qui va être un petit peu plus souple, qui va être plus silencieuse. Là, on a vraiment ce côté un peu plus racy qui est vraiment agréable. Un bon truc de windsurfer, quoi. Ça existe aussi. Pas ça dans le super. Et du coup, pour revenir aussi sur la notion de taille, tu l'as abordé, donc une seule taille, une 7.3. Pourquoi aujourd'hui avoir fait le choix qu'une taille? Est-ce que c'est que tu estimes qu'il n'y a pas besoin de plus ou c'est vraiment là, c'est la taille unique qui permet de faire sur le programme sur lequel elle a été développée? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'on a estimé être la taille idéale, un bon rapport entre l'envergure, qu'on pourrait appeler l'encombrement quelque part, la performance, le poids. Donc c'est un espèce de compromis qui est destiné, donc on va dire, voilà, vraiment pour le Lightwind, en dessous de 15 nœuds, elle peut aller à 20 nœuds, mais à 20 nœuds, il y a d'autres surfaces qui vont très bien fonctionner et certainement mieux. Mais en tout cas, jusqu'à 15 nœuds, c'est une voile qui est ultra performante. Et pour les gabarits les plus imposants, ils vont trouver un moteur qui va les tracter. Et cette voile-là, clairement, permet d'utiliser... aujourd'hui, les schèmes des planches ont évolué. On a des planches un petit peu plus longues qui permettent de décoller plus tôt. C'est typiquement la voile qui va permettre d'utiliser un foil plus petit. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est capable d'atteindre 25 nœuds avec un foil de race dans 10 nœuds de vent. Ouais. Et c'est parce qu'elle génère cette puissance et ce vent apparent. Et parce que la planche va permettre aussi de décoller sur ce petit foil, l'ensemble de toutes ces petites choses vont permettre d'être performant comme on ne l'a jamais été aujourd'hui dans le petit temps. À l'opposé, qui fonctionne très bien aussi pour quelqu'un qui veut juste faire du freeride et voler légèrement, on peut mettre un très gros foil avec simplement une 5 mètres dans 10 nœuds de vent. Il va décoller, mais il ne va pas accélérer. Là, l'idée de la 7.3 UL, c'est de décoller et de derrière être performant. Ok, super clair. Et justement toujours cette notion de performance, pour le coup AFS est toujours resté sur des poignées souples. Là on a une bascule sur, poignée souple, poignée sommelière rigide. Là on a une bascule sur de la poignée rigide. Ton avis par rapport à ça? Pourquoi justement tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, cette notion de ressenti quand même avec le côté poignée rigide. Pourquoi du coup ce choix-là de bascule sur poignée rigide? Alors la poignée rigide, elle va apporter, comme on disait tout à l'heure, plus de raideur. Ce qui va être vraiment agréable au niveau du contrôle et de la force que cela permet d'avoir. Mais si le vent, voilà, quand on est à haut régime, quand on va vite, on a ce petit contrôle supérieur qui permet de vraiment cadenasser sa wing et d'optimiser encore plus les performances. Les poignées souples, je suis le premier fan parce que j'aime bien les poignées souples, ce petit côté respirant qui n'aurait été efficace que dans les bas régimes, parce que les poignées souples elles vont laisser la voile respirer et se caler au bon endroit du vent et nous aider à partir un petit peu plus tôt. Le bon compromis sur ce programme-là, par rapport aux gens qui vont l'utiliser, par rapport au potentiel de la wing, c'était clairement les poignées rigides. Top, merci pour ce récap sur les poignées. Pour conclure, tu as beaucoup parlé et c'est vrai qu'on parlait justement de UL Ultra Light. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as le point en tête d'ailleurs de la Diamond UL, on pourra vous le redonner s'il faut, mais justement, comment tu as ce ressenti que tu es sur une aile, mis à part le poids, mais en feeling de navigation, que l'aile est ultra légère? On va pas se mentir, malgré le choix des matériaux, j'ai pas le point en tête, désolé, mais c'est pas les chiffres qui vont parler, ça va plus être les sensations. Le shape de la wing va une voile qui s'autoporte. On parlait tout à l'heure de ressources, de puissance, de sustentation.
Tout ça, ça fait qu'une aile, quand on la tient en main par la poignée, elle va s'auto-porter tout simplement très légèrement. Et d'autres qui sont peut-être plus légères sur les chiffres, sur la balance, le shape va faire qu'elles ont une sensation plus lourde. Sur cette UL, justement, j'ai une anecdote à ce sujet. Avec Émeric, on faisait des tests, les derniers tests qu'on faisait là sur les pré-productions. On s'est retrouvé chez moi à Audierne avec des belles conditions de petit temps, avec un vent side-off. Et on s'est retrouvé à aller dans les vagues avec cette 7.3 UL, ça paraît encombrant, grand. Et on s'est retrouvé en free fly à surfer des vagues et à se dire, mais jamais on a l'impression que c'est une 7.3. Parce que le shape, tout ce que j'ai expliqué sur la rigidité, le T-core, tout ce que ça apporte, c'est même sur la plage, quand il y a 5 nœuds de vent, et elle s'autoporte la voile. Elle tient toute seule en free fly. Et c'est juste surprenant. Nous avons été les premiers surpris de ce potentiel-là, quoi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour globalement sur le TED Talks autour de la Diamond UL. Quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas hésiter. On est dispo pour que ce soit Bruno, que ce soit n'importe qui de l'équipe pour répondre à toutes vos questions, soit sur afs-falling.fr ou directement aussi auprès de nos revendeurs qui ont toutes les infos. Donc n'hésitez pas et puis on reste dispo. Merci encore Bruno pour cette explication. Merci à vous. À plus, salut.